Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce premier webinaire des chambres d'agriculture de Bretagne à destination des élus des collectivités et de leurs collaborateurs. Comme vous avez dû le voir lors de votre inscription, il s'inscrit dans une démarche plus globale puisque nous avons 4 webinaires qui vous sont proposés et donc le premier qui touche l'alimentaire. Ce webinaire d'1 heure qui s'intitule donc « Tous acteurs de notre alimentation », connaître les filières alimentaires bretonnes et déployer un projet à l'échelle de votre territoire. Et donc, va se dérouler maintenant pour 1 heure avec différents intervenants. Pour ma part, donc, je m'appelle Mathieu Gaillez, je suis chargé d'animation territoriale à la Chambre d'agriculture et donc je vais animer ce webinaire en vous détaillant les différentes parties. J'aurai pour m'accompagner Isabelle, ma collègue Isabelle Goré-Chapelle, qui aura la difficile tâche d'animer la partie chat et de reprendre tout ou partie de vos questions en fonction du temps imparti. Sans tarder donc pour nous attacher au contenu de ce premier webinaire sur l'alimentation, je vous fais part donc du sommaire, du programme de notre heure. Ce webinaire donc se divise en 3 parties principales. La première partie sur le panorama agricole breton et les dynamiques alimentaires, présentée par mon collègue Julien Lignot. Ensuite, nous évoquerons la définition finalement d'un projet alimentaire territorial, sujet qui vous tient très certainement à cœur. Et donc, cette partie-là sera présentée par Bernadette Loisel, qui continuera d'ailleurs à vous présenter un exemple concret d'une filière développée sur un territoire, sur plusieurs territoires, à savoir la filière manormande locale. Et puis, en 4e point, nous évoquerons en quelques minutes l'accompagnement des chambres d'agriculture à destination des collectivités. Sans tarder, je passe la parole à Laurent Kerlire, vice-président de la Chambre d'agriculture de Bretagne, pour un propos introductif sur le sujet de ce jour. Laurent, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Laurent Kerlire, je suis éleveur laitier sur la commune de Pleumeur dans le Morbihan et donc président de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Donc effectivement, la Chambre d'agriculture est à vos côtés auprès des collectivités. Je pense que l'objectif est très clair et ça vient d'être cité, c'est de répondre à vos attentes, d'être à vos côtés pour tous les sujets. Aujourd'hui, c'est plutôt l'alimentation. Il y aura 3 autres webinaires, comme vient de le dire Mathieu, sur d'autres sujets. En tout cas, l'idée est bien d'être à vos côtés pour co-construire ensemble des programmes d'action. Donc, la profession, tout comme les chambres, s'est impliquée à différents niveaux sur ce sujet alimentaire. Notre première mission, nous, Chambre d'agriculture et profession, c'est d'abord de nourrir les femmes et les hommes. Donc, on attendait beaucoup des états généraux de l'alimentation il y a 2 ans. Sur 2 niveaux. D'abord, obtenir des prix rémunérateurs. Régulièrement, l'agriculture a des crises de production dans différentes filières. Donc, cet objectif de construction du prix inversé était important pour tenir compte des charges dans chaque exploitation. Force est de constater qu'on est un petit peu déçu. Puis le deuxième point, c'était plutôt de travailler sur la partie de tout ce qui est qualité des aliments, et on y reviendra. Enfin, en tout cas, mes collègues y reviendront. Sur ce sujet, donc, on s'est impliqué aussi sur le dossier Breizh Alimentation. Notre objectif est double, le prix, bien sûr, des produits, mais aussi la partie, tout ce qui est accompagnement, en tout cas assurer une relocalisation des produits dans la restauration collective. Et là, on le verra à travers l'exemple que Bernadette va nous présenter des PAT, c'est souvent aussi l'objectif. Ça a été aussi l'exemple dans Breizh Alim. On a voulu essayer de relocaliser la production dans les restaurations collectives. On s'aperçoit que notamment quand, à la fois en viande bovine et en viande avicole, on a quand même 50% des produits importés qui viennent des autres pays. Donc, dans la première région française, ça nous semble quand même un comble de ne pas être capable de mettre nos propres produits dans la restauration collective et notamment les produits transformés. Donc, nos atouts, effectivement, c'est avant tout notre ancrage territorial, on va le voir. On est présent sur toute la Bretagne, on vous le montrera tout à l'heure. Notre expertise, vous avez nos experts là autour de la table, donc c'est plutôt aussi une chance. Et enfin, la concertation avec vous sur toutes les collectivités. On souhaite cette concertation
collaboration pour des co-constructions de programmes et bien sûr avec nos réseaux d'agriculteurs. Donc voilà, merci à tous en tout cas de votre présence et puis maintenant je laisse mes collègues continuer cet échange. Merci Laurent pour ce propos introductif. Avant de passer la main à Julien, je vous rappelle simplement que pour ceux qui viennent d'arriver, de bien indiquer votre nom, prénom, votre collectivité et aussi si vous le souhaitez, en tout cas, d'ouvrir la partie discussion chat pour pouvoir poser vos questions au fur et à mesure. Donc, je vais passer la parole à Julien Nignot, chargé d'animation sur l'alimentation, donc qui va nous évoquer le panorama des filières agricoles bretonnes. Julien, c'est à toi. Merci Mathieu, bonjour à tous. Alors je vais tenter de vous dresser un panorama sur l'agriculture bretonne. Je dis bien tenter parce que voilà, pour être vraiment dans la finesse, il aurait fallu plusieurs heures. Je pense qu'il y a des gens qui font ça très bien. Moi, ce que je souhaite, c'est que vous puissiez retenir plusieurs idées, que l'agriculture bretonne est diversifiée, que cette diversification a une incidence sur la dynamique en général sur la région, et qu'il y a bien une montée en puissance des produits de qualité et locaux, mais qu'il importe en fait de bien identifier aussi les problématiques rencontrées. Alors sur cette première diapositive, je m'appuie sur cette carte pour vous montrer la diversité des productions. D'une manière assez générale, la Bretagne est une terre de production de lait. On le retrouve un petit peu vraiment sur l'ensemble du territoire. Les parties jaunes sont vraiment à dominante production lait. Mais vous avez aussi des régions qui associent lait et production de volaille, alors soit en rose pâle ou en orange, que ce soit de la ponte ou de la volaille de chair. Le lait s'associe aussi à la production de porc dans certaines régions. C'est plutôt le rose plus foncé, le rose violet. Mais aussi le lait s'associe aux légumes de plein champ. On va voir une dynamique autour de Pontivy ou le sud finistérien, par exemple. Sud Finistère, pardon. On retrouve aussi une dynamique de production de légumes sous serre ou des légumes frais plein champ en vert foncé au nord du Finistère, des Côtes-d'Armor et d'Ille-et-Vilaine. Et enfin, en marron, il y a une vraie dynamique, ce qu'on appelle en fait les barrières maraîchères, les ceintures maraîchères, pardon, qui entourent les agglomérations. Donc c'est vrai sur Rennes, Brest, Quimper, Lorient, Vannes, Saint-Brieuc. Voilà. Je nuance ces propos parce qu'en fait, les couleurs donnent des tendances, mais d'une manière générale, chaque département ou chaque région est plutôt équilibré. On retrouve de chaque production sur chaque territoire. Voilà. Alors, sur la diapo suivante, ce que je vous montre, c'est que l'agriculture bretonne tient souvent les premiers rôles, même sur le plan national, que ce soit en végétal. Alors, je peux m'appuyer sur des exemples comme l'échalote. Voilà, 78% de l'échalote est produit en Bretagne, ou 71% pour l'artichaut. C'est vrai aussi pour les filières animales. Un tiers de la volaille est produite en Bretagne. Voilà, 20% du lait, 60% du porc. C'est des dynamiques d'export en fait qui tirent et qui permettent de tenir un peu ce rang. Cette dynamique en fait, elle a une incidence directe sur tout le tissu agroalimentaire. La Bretagne est première région employeuse en agroalimentaire, première région d'abattage également. Et dans la colonne de droite, là, on peut voir qu'il y a un nombre d'emplois directs importants
de l'amont, mais de l'aval aussi de la filière. Alors, pour la diapo suivante, on change un peu de propos et on fait focus en fait sur les signes officiels de qualité. La Bretagne a une part plutôt faible de signes officiels de qualité dans sa globalité, mais en fait, vous avez une véritable voie de progression en ce moment. 2 voies principales, c'est l'agriculture biologique qui progresse chaque année. On était à moins 10 il y a encore quelques années. Vous voyez, on progresse aujourd'hui avec 12,5 Les labels rouges, indication géographique protégée, appellation d'origine protégée, sont plutôt stables et liés à certains produits spécifiques. La deuxième voie qui est vraiment en forte progression, ça va être ce qu'on appelle généralement la certification environnementale, dont le niveau supérieur, qu'on appelle haute valeur environnementale, est une vraie voie en développement. Oui, j'ai même pas de chiffres en fait à vous donner précisément aujourd'hui. Le recensement est en cours, mais on a là une vraie voie qui permet une montée en gamme des produits. Les filières végétales sont très mobilisées autour de ça, avec des reconnaissances et des équivalences qui permettent voilà, de faire reconnaître certaines filières et productions en certification environnementale. Et il y a un accompagnement des producteurs qui vendent en direct, qui voilà, n'étaient pas référencés sous un signe officiel de qualité. Ça va être une vraie voie pour eux d'être reconnus comme produit de qualité. Alors, enfin, sur cette dernière diapositive, je vais faire un focus sur la dynamique des circuits courts. Sur la vente en circuit court, vous avez aujourd'hui un peu plus de 3000 exploitations en Bretagne. C'est 10% des exploitations bretonnes. En France, on est à 20%, mais la différence est à modérer puisqu'en fait, on n'a pas de vignoble en Bretagne et voilà, la viticulture, c'est quand même une voie forte dans la part des ventes en circuit court. Un tiers de ces exploitations en circuit court vont vendre sous l'appellation agriculture biologique. Chaque exploitation a, j'allais dire, sa propre stratégie de vente. Vous allez retrouver évidemment la vente à la ferme, la vente sur les marchés, via des magasins de producteurs, via des distributeurs, parce que le circuit court englobe ceux qui vendent via un seul intermédiaire seulement. La restauration hors foyer, d'une manière générale, et petit focus sur la restauration collective. Là, je tiens à préciser qu'en fait, tous ceux en vente directe n'ont pas systématiquement une gamme adaptée à la restauration collective. Ils ont une gamme adaptée souvent dans un cas sur 10, mais c'est assez inégal suivant les produits. Voilà. Pour conclure, je voudrais identifier, puisque souvent quand on pense relocalisation de ces produits, accès à ces produits en circuit court, on pense en priorité au circuit court, à la vente directe. Et parfois, ce n'est pas systématique et il est important d'identifier les problématiques que rencontrent les producteurs. Ça peut être des problématiques d'équilibre matière dans les viandes. On sait que la restauration collective va consommer certains muscles et pas d'autres. Donc, c'est parfois difficile de se spécialiser pour les producteurs en restauration collective. Parfois, les volumes ne correspondent pas. Alors, c'est parfois trop peu et parfois pas assez. Voilà. Mais ça dépend d'un produit à l'autre.
il y a une concurrence entre les débouchés. C'est vrai que, par exemple, sur l'exemple des maraîchers, quand les producteurs ont des places sur les marchés où ils valorisent très bien leurs produits, c'est plus difficile pour eux de consacrer une part à la restauration collective. Et enfin, la logistique est parfois un frein qu'il faut savoir lever pour les producteurs. Donc, voilà, les circuits courts sont en partie une réponse à la relocalisation. Lorsqu'ils sont limitants, il y a une autre réponse qui peut être une organisation en filière de proximité. Et je vais pouvoir passer la main puisque mes collègues reviendront sur cet exemple-là par la suite. Merci. Merci Julien pour cette présentation et donc ce panorama des filières. Donc, voilà, une présentation qui est complète et qui doit, je l'imagine en tout cas, chez certains d'entre vous, susciter des questions. Tu as évoqué effectivement la question des circuits courts qui fait l'objet aussi dans les collectivités, voilà, qui peut être portée dans certaines collectivités. Voilà, je rappelle effectivement, si vous souhaitez vous exprimer, puisqu'il y a plus de 50 personnes présentes maintenant, si vous souhaitez vous exprimer, vous utilisez la fonction chat en cliquant sur l'onglet discussion qui apparaît en bas de votre ordinateur, de votre écran. Et puis donc vous y posez votre question. N'hésitez surtout pas à le faire. C'est souvent les premières questions qui sont les plus difficiles et puis ensuite les choses s'enchaînent. Isabelle, est-ce qu'il y a des éléments? Alors, pour le moment, il n'y a pas de questions, mais c'est vrai que c'est les premières qui sont les plus difficiles. Et voilà. Où est-il possible de trouver les informations sur la norme environnementale, le HVE dont tu as parlé au début, Julien, par rapport à l'évolution, puisqu'on n'a pas les éléments pour le moment, c'est en recalcul. Donc voilà, est-ce que tu peux exprimer ou dire où est-ce que ces éléments pourraient être trouvables, même pas forcément tout de suite, mais dès qu'on les aura? Oui, tout à fait. Alors, il y a une information générique sur les sites du gouvernement. Ça permet de comprendre en fait les modalités de la certification environnementale qui se compose en 3 niveaux. Donc voilà, il y a un petit peu de technicité, on va dire, à appréhender sur cette voie-là. On est aussi en train de constituer un accompagnement en fait spécifique pour les producteurs. Voilà, on est en train de, parce que c'est un signe officiel, c'est un signe de qualité assez récent hein, finalement. Et donc l'accompagnement et les questions sont en train de naître et on est de plus en plus mobilisé par nos producteurs pour les accompagner sur la question. Donc voilà, quand on est vraiment dans le dialogue avec les producteurs, on a un accompagnement, une carte d'accompagnement qui se construit et donc on va être en mesure de les accompagner à partir de maintenant. Monsieur Rocher, vous verrez aussi que Bernadette vous a mis le lien vers l'association nationale HVE sur le site. Vous pourrez voir justement les différents critères par rapport à HVE. Une deuxième question de Catalofray. La restauration collective comporte-t-elle des critères de qualité différents de ceux des grandes surfaces, par exemple la vente aux particuliers? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la restauration collective a-t-elle des critères différents par rapport à la vente, par rapport à l'achat plutôt, par rapport au magasin? Ça veut dire, est-ce qu'on lui demande plus ou identique, ou ISO? Je pense que c'est dans ce cadre-là, Madame Auffray. En fait, le cadre de qualité attendu aujourd'hui en restauration collective, il est défini notamment par les objectifs EGalim de 50% de produits de qualité et durables, dont la liste officielle comporte voilà, notamment les signes officiels de qualité que je vous ai présentés. Ça, c'est une obligation légale pour une partie de la restauration collective. Après, voilà, la grande distribution va ou non sur ces mêmes critères, mais elle a plus ses obligations d'ordre légal.
Je me permets de compléter, Bernadette Loisel. Par rapport à la qualité en fait, sanitaire, la question, enfin, le niveau est à peu près le même selon les produits, puisque on a la nécessité d'avoir des agréments sanitaires européens pour un certain nombre de produits, notamment viande, pour aller vers la vente aux professionnels. On a des dérogations sur des petits volumes en vente aux professionnels, que ce soit en RHD ou bien en GMS. Donc, c'est assez complexe cette réglementation-là. Si ça vous intéresse pour vos producteurs, vous revenez vers nous. On pourra vous donner les éléments de seuil, en fait, à partir duquel s'appliquent certains éléments de normes sanitaires. Et j'ai 2 autres questions qui, à mon avis, se regroupent un peu. Les producteurs ont déjà leur mode de vente en circuit court. Quels sont les leviers pour les communes? Et il y a aussi une question, les filières de proximité à côté des circuits courts, hein, existent-elles aujourd'hui et se développent-elles? L'alternative avec les filières de proximité. Oui, donc sur les filières de proximité, elles existent, elles commencent à arriver. On vous en montrera une tout à l'heure en viande bovine, et d'autres sont en cours de construction et commencent à percer. Donc, c'est quand même relativement émergent, cette organisation-là. Et si vous avez des demandes sur une filière particulière, on pourra y revenir. Et puis, sur la question de où trouver la liste des producteurs qui vendent en circuit court, vous avez beaucoup de choses, on va vous le mettre sur le chat, sur le site Savourer la Bretagne. Donc, on a un site internet au niveau des chambres de Bretagne qui permet d'avoir tous les producteurs. Et puis, avec un onglet Breisalim qu'on avait ouvert spécialement pour les producteurs qui vendent auprès de la restauration collective, puisque Julien l'a dit, c'est un producteur c'est un produit sur 10 quasiment, un producteur sur 10. Hein, c'est un petit nombre qui finalement a la gamme adaptée. Très bien, mais merci Bernadette pour cette réponse complète, et donc également pour vos différentes questions. Merci Julien pour ta présentation. Eh bien, je laisse la main de nouveau à Bernadette qui va nous évoquer cette fois-ci le projet alimentaire territorial, donc un sujet majeur pour un grand nombre de collectivités. Bernadette, c'est à toi. Bernadette, je ne sais pas si ton micro est ouvert. Excusez-moi, j'attendais la diapo suivante. Donc, les projets alimentaires territoriaux sont des outils pour déployer sur le territoire en fait, des politiques autour de l'alimentation. Il y a des politiques autour du foncier, de la santé et d'autres domaines. Et l'alimentation a aussi aujourd'hui sa politique, sa possibilité de développer des politiques locales. L'outil date de 2014, c'est un dispositif qui a été lancé dans le cadre de la loi d'avenir. Il fait bien écho au fait que on demande une concertation, en fait, il y a un souhait de concertation sur le territoire des acteurs, et dans l'objectif de structurer l'économie agricole et de mettre en place un système alimentaire territorial. Donc, ça fait vraiment écho à ce qu'on s'est dit juste avant sur les filières locales, puisque l'objectif est que ça participe à la consolidation de filières territorialisées, au développement des circuits courts, en particulier biologiques, en production biologique. Alors, un PAT, projet alimentaire territorial, donc répond aux 4 enjeux du PNA, qui est le Plan national alimentation. L'ancrage territorial, bien sûr, puisque là, on va relocaliser, on va identifier ce qu'on a de territorial, parce qu'en tout cas, dans nos régions où on a déjà beaucoup de production, le problème, c'est souvent la traçabilité, de bien mettre, de rendre visible en fait ce qui est produit. La justice sociale, c'est s'assurer que tout le monde a accès à une alimentation saine, durable, et qui fait écho d'ailleurs totalement à la loi Egalim. Et puis, l'éducation à l'alimentation, c'est un point essentiel aussi du PNA, c'est redonner à nos jeunes, à nos ados, la connaissance de comment est produite l'alimentation, d'où vient une brique de lait. Et ben, voilà, il y a du lait, il y a une vache qui a dû faire un veau pour avoir du lait, parce que si elle n'a pas de veau, elle n'a pas de lait. Enfin, des choses simples, mais qui, on se rend compte, ne sont pas connues aujourd'hui, bien souvent par les jeunes publics qui sont loin de l'agriculture. La nutrition santé, dans un contexte aussi d'évolution régulière du PNNS, un plan national nutrition santé. La nutrition santé, c'est aussi la prévention de l'obésité,
qui se développe beaucoup, en particulier chez les jeunes et les enfants. Donc, sur toutes ces thématiques, vous voyez, c'est très vaste. On peut avoir des actions sur les différentes pétales de la marguerite. Vous avez des choses possibles autour, bien sûr, de l'économie alimentaire. Donc, tout ce qui a déjà été abordé, suggéré par les uns les autres, les circuits courts, les filières, la restauration collective. C'est le premier entrée assez souvent. Ensuite, on peut avoir le culturel et la gastronomie quand on a des territoires très riches à ce niveau-là. La nutrition santé, j'en ai parlé, avec les liens avec les programmes de santé sur vos territoires également, qui peuvent être intéressants. Donc, le lien aussi avec les services sociaux via l'accessibilité sociale, donc le don alimentaire, par exemple, à développer et à rendre plus accessible. La cuisine qui va avec, hein, comment apprendre à cuisiner les produits locaux. L'environnement, on peut avoir des travaux autour du développement de pratiques plus agroécologiques, donc accompagner plutôt là, pour le coup, les agriculteurs. Et puis, on peut avoir aussi sur les territoires des actions autour de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire pour préserver du foncier et conserver donc une agriculture sur le territoire, lui redonner les outils de production, voire installer des nouveaux producteurs également sur certaines productions. Donc, c'est un projet qui doit être transversal. Alors, transversal, multi-acteurs. Donc, multi-acteurs, c'est dans le sens où on ouvre très large depuis les producteurs jusqu'à des consommateurs, finalement, en passant par les distributeurs, les acteurs plutôt institutionnels. Enfin, ça va être très large. Et un projet aussi transversal à l'intérieur de la structure collectivité qui va être un peu pilote, un peu aux manettes. C'est-à-dire, par exemple, dans une EPCI, avoir différents services de la Marguerite concernés et qui travaillent ensemble sur ce dossier-là. Donc, bien souvent, on décloisonne à travers un projet comme ça, donc ça prend du temps. La diapo suivante. Donc, les PAT, là, je vous ai remis déjà pour vous donner une idée de la visibilité des différents territoires. Alors, d'abord en France, après on va avoir une carte Bretagne. Là, en France, c'est vraiment sur tous les territoires que ça se développe. On en a 191, 41 reconnus officiellement par le ministère. Il y a une démarche spécifique pour une reconnaissance. Vous avez à gauche la carte donc, de l'Observatoire national des PAT qui est piloté par le Réseau national des PAT, qui est au passage un outil qui existe sur Internet, on vous mettra le lien, et qui vous donne beaucoup de ressources très intéressantes pour démarrer, pour développer votre PAT, le RNPAT. Et donc, la carte à droite vous montre la richesse des territoires en termes de nombre de PAT, donc, puisque ceux en rouge ont plus de 3 PAT par département, ce qui est le cas en Bretagne, qui est une région très dense et qui est très active sur ces sujets. La carte d'après, d'ailleurs, nous montre comment sont répartis les projets alimentaires territoriaux sur le territoire breton. Vous voyez, il y en a dans tous les départements, avec des échelles très variées. Il n'y a pas de règle sur l'échelle. Ce qu'on a tendance quand même à conseiller, c'est d'éviter les micro-échelles, les trop petites échelles, parce qu'il faut pouvoir avoir, on l'a dit, un projet transversal, un projet multi-acteurs. Il faut que ça ait du sens, parce que c'est quand même de la mobilisation, c'est du temps, c'est des moyens. Donc, on déconseille l'échelle communale pour ce type de projet, à minima une échelle EPCI, voire 2, 3 EPCI, voire 5 EPCI, comme ça a été initié sur le Bretagne Centre, parce qu'il y avait une unité quelque part de territoire qui donnait lieu à un territoire rural et assez agroalimentaire et agricole, donc qui a donné lieu à ce projet qui est travaillé en lien avec les chambres d'agriculture. Alors, la diapo suivante, je vous ai mis parce que ce qu'on dit là est assez théorique, c'est ça qui est complexe, c'est-à-dire qu'on dit qu'il faut regrouper des acteurs, faire se parler les gens, pour obtenir quoi? Parce que c'est quand même un peu ça qu'on a envie, c'est qu'est-ce qu'on a au bout. Là, on vous a mis des exemples de ce qui peut sortir de réflexion et de concertation et de travail PAT local. Donc, on peut avoir un premier volet qui sont les productions intellectuelles. Donc, on a par exemple des fiches pédagogiques pour la restauration collective. Ça existe à plusieurs échelles, mais à l'échelle Bretagne, il y a eu le travail qu'expliquait Laurent Kerlier au début avec Braïs Zalim
via la région Bretagne qui est déployable, utilisable par n'importe quel chef ou acheteur dans tous les territoires PAT. Il y a par exemple une mallette pédagogique qui a été créée au Pays d'Auray pour développer un groupement de commandes alimentaires. Puisque quand on veut du local, la problématique, c'est de trouver le sourcing et d'avoir une facilité en fait, d'accès, parce que ça peut être un gros boulot d'aller chaque commune faire son sourcing. Donc, ça peut, dans certains cas, être intéressant quand il y a une dynamique locale d'avoir un groupement de commandes alimentaires du territoire, par exemple uniquement pour les produits Egalim ou pour les produits sous signe de qualité ou pour les produits locaux, etc. Bon, ça, c'est différents choix. Donc, on a cette mallette. Ensuite, pour l'offre de produits, on a, par exemple, Manormande Local, qui est une offre de viande bovine locale qui chemine là vers la HVE d'ailleurs. On en reparlera tout à l'heure dans l'exemple que je vais détailler, qui est disponible sur le territoire breton. Et puis, une offre plus locale qui a été développée sur l'Orient avec un lait qui est affiché, on le voit à gauche, un Sobraise qui est affiché breton, mais qui est initié avec des producteurs de l'Orient et avec une laiterie qui est vraiment une petite laiterie sur le territoire, très adaptée à ce type de produits qui sont quand même des petites séries par rapport à ce qui se fait en lait, mais très identifiés. Et c'est issu du PAT de l'Orient. Sur d'autres territoires, on a, juste un petit peu en arrière, la création de marchés dans le cadre des marchés publics. Donc, on a travaillé, par exemple, avec la ville de Rennes sur l'ouverture de son marché au bœuf et au veau label rouge, avec la blonde d'Aquitaine, veau brétanin. Il a fallu bien connaître pour l'acheteur le sourcing qui existait localement pour pouvoir l'écrire vraiment dans les moindres détails dans son marché. Donc, ça, c'est tout un travail. Il a fallu plusieurs mois pour faire ce travail-là. Par exemple, à la communauté de communes de Guichen, on a aussi le bœuf HVE qui a été repéré et qui est acheté vers ce biais-là. Donc, les PAT, voilà, ça donne la cohérence aux démarches alimentaires. L'objectif, c'est de satisfaire tant les citoyens que aussi les acteurs économiques et les élus locaux. Voyez, donc c'est ce croisement entre les filières, c'est ce qu'a expliqué Julien juste avant, et tous vos territoires, pour éviter que deux mondes cohabitent sans se connaître finalement, ce qui peut être un peu le cas dans certaines filières relativement organisées que les territoires ne vont pas bien percevoir ou comprendre ou connaître. Donc, la diapo suivante me permet de vous informer, si vous ne l'avez pas déjà été informé, des aspects financiers. Parce que les PAT, vous l'avez compris, ça nécessite du temps de concertation et du travail opérationnel, de l'expertise. Et donc, pour ça, ça coûte. Donc, aujourd'hui, on a des enveloppes financières intéressantes qui sont arrivées par le plan de relance pour ça, avec plusieurs mesures, dont des mesures très ciblées, je dirais, qui sont les 11, 12, 14. Donc, 11, l'initiative Jardin partagé. Vous avez les montants, donc 30 millions d'euros derrière. Ça, c'est des montants nationaux, hein, ce n'est pas les montants bretons. L'alimentation locale et solidaire avec les paniers fraîcheurs en 12. Et la 14, c'est le plan de soutien en cantine scolaire des petites communes. Ce qui va tous vous concerner directement également, c'est la mesure 13. Puisque là, c'est vraiment le financement de l'ingénierie autour du montage de ces projets pour vous, collectivités, et avec vos partenaires. Donc, ça peut être le volet A, qui est le soutien à la création des nouveaux PAT qui émergent, qui démarrent, ou le volet B, qui est sur les PAT déjà labellisés qui veulent se développer. Le contact, c'est vraiment centralisé sur la DRAF Bretagne. C'est Alexandra Marie Moncorgé. Je vous ai mis le mail. Hein. Beaucoup d'échanges ont lieu par mail et puis visio. Là-dessus, il y a déjà eu pas mal d'informations, avec notamment des dates d'appel à projet. Je vous invite à contacter Alexandra Marie si vous voulez aller plus loin. Et puis, dernière information, il me semble, dans la diapo suivante. Effectivement, nous, on est là en tant que Chambre d'agriculture pour vous accompagner sur toute ou partie de votre projet. On a des expertises variées sur les différentes thématiques qui ont été évoquées. Et donc, je vous ai mis le contact d'Isabelle qu'on a vu tout à l'heure, qui est le contact régional. Et après, vous avez des référents plus locaux.
Les chargés d'animation territoriaux que vous connaissez sans doute, donc on en a 16 sur les territoires, sont aussi bien sûr vos entrées pour pouvoir échanger avec les experts sur ces sujets-là. Voilà, et pour faire suite, je crois que Mathieu, tu vas nous envoyer un petit Eh sondage. bien, c'est ça, merci effectivement Bernadette de cette présentation. Et pour donner suite à ce que tu viens de dire, puisque vous êtes un certain nombre et vous représentez tous des collectivités, effectivement, l'idée c'est de vous faire participer à travers un très rapide sondage. Une seule question finalement vous sera posée, hein, c'est sur quel sujet d'un projet alimentaire territorial pourriez-vous, en tant que collectivité, avoir besoin d'un accompagnement. Donc le sondage devrait apparaître à votre écran. Voilà, quelle thématique voudriez-vous aborder sur votre territoire? Donc, on Alors, vous laisse pendant quelques... ce temps, Mathieu, je te propose de répondre, de prendre les questions, effectivement. Bien sûr, oui, oui, tout à fait. Donc, je vous permets Isabelle peut nous... Voilà, excuse-moi Mathieu. Non, non, Donc, je vous laisse répondre au petit questionnaire. Bernadette, il y a 2 questions. Monsieur Buchet, on va attendre la présentation de Ma Normande Locale pour pouvoir répondre à votre question qui a été posée un peu plus haute. Madame Baron, Arc Sud de Bretagne, qui pose la question et qui a répondu en partie, Bernadette, concernant quelle est la taille critique pour élaborer un PAT et quel périmètre pour être éligible au regard de la question des filières. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, c'est vrai qu'en Bretagne, alors, les filières sont déjà organisées souvent à des échelles au moins régionales, que ce soit les filières viande, lait, légumes. Alors, les légumes, c'est un peu particulier parce qu'on a vraiment des territoires de légumes. Donc, il n'y en a pas autant aussi bien répartis que sur le lait et la viande. Donc, si on veut suivre les filières, le périmètre est parfois assez large. Mais déjà, ce qui est intéressant, c'est de se dire que le PAT, il faut lui donner une dimension qui soit humaine aussi, hein, qui puisse permettre des échanges. Donc, à 2-3 EPCI, ça se fait plus facilement, évidemment, que tout un département, que toute une région. Donc, ça peut s'entendre. Par contre, ce qu'on encourage vraiment, c'est que vous ayez des échanges entre PAT. C'est que les voisins, les PAT voisins puissent se parler et peut-être co-construire des projets communs. Parce que sinon, on risque d'avoir des projets de filière effectivement qui se multiplient les uns derrière les autres et qui ne vont pas avoir de cohérence économique parce qu'il faut trouver son marché, parce qu'il faut trouver les outils, parce qu'il faut, pour animer ces filières-là, du personnel qui doit être payé avec une certaine quantité d'animaux vendus. Donc, il y a des seuils, en fait, hein. Donc, échangez entre vous et puis après, si vous avez des questions plus précises sur une filière ou l'autre, on peut vous conseiller selon les filières quelle est la meilleure échelle. Il y a aussi une question de Anne Guillouette de la communauté de communes de Brocéliande et c'est vrai qu'elle revient souvent dans la constitution d'un PAT. Quelle place conseiller la concertation de la population dans un PAT et à quel moment de la procédure justement les amener à participer à ce PAT? Oui, c'est une vraie question. Alors, il y a souvent de la concertation de l'ensemble. Alors, la population, c'est le grand public. Donc, bien souvent, ce qui se fait, c'est de concerter en tout cas des têtes de pont quand même, et puis des acteurs un peu plus professionnels dans les démarrages. Ça me paraît essentiel de toute façon, puisque travailler sur un projet alimentaire sans échanger avec les agriculteurs, les transformateurs, les distributeurs qui, eux, n'ont pas attendu, il faut être clair, les PAT pour vendre des produits et les vendre au mieux de ce qu'ils pouvaient en réponse aux consommateurs. Donc, c'est important de les intégrer très vite. La question, c'est comment on mobilise finalement le grand public. Moi, je vous conseillerais d'avoir quand même des choses un peu orientées quand vous mobilisez le grand public parce que sinon, vous allez avoir beaucoup d'échanges très chronophages et sans forcément, avec plein d'idées, hein, parce que tout le monde a beaucoup d'idées sur ces sujets-là, mais ça va être difficile de choisir. Donc, priorisez vos actions un peu avant de commencer à travailler avec le grand public et puis avec un objectif, par exemple, de leur demander de faire des ateliers de créativité pour qu'ils vous aident à creuser une thématique ou l'autre où vous avez de la peine à me faire du lien entre le grand public pour trouver des outils, des choses comme ça. Voilà, Merci. mais pas trop vite. Merci de
de ces questions et réponses. Il y a plusieurs autres questions qui ont pu apparaître. Alors, on pourra peut-être les traiter plus tardivement. Je sais qu'il y a aussi AgriLocal dont on n'a pas parlé, sur 2 départements, ce projet est lancé. Et Bernadette va nous faire un commentaire sur la réponse du sondage, la réponse au sondage qui vous a été posé. Ça va apparaître à l'écran. Voilà. D'accord. Donc, Mathieu, c'est sur si je ne me trompe pas, c'est le bleu où il y a particulièrement de demandes, c'est ça? En fait, c'est la première qui apparaît, donc ça semble être les deux orange, en fait, Ah oui, qui sont les d'accord, oui, plus c'est les sollicités. pourcentages. Ok. 61%. Effectivement, l'approvisionnement de la restauration collective, là-dessus, oui, il y a souvent des besoins et des attentes, et elles sont en plus assez similaires d'un endroit à l'autre. Donc là, on peut optimiser complètement notre accompagnement par le fait de la connaissance du sujet. Et puis, les questions reviennent, elles sont souvent les mêmes. La création et développement de filières alimentaires locales, c'est vrai que ça, c'est un savoir-faire sur lequel il n'est pas très simple de se lancer. Donc, on est tout à fait ouvert à vous accompagner parce que il faut connaître le tissu économique, hein, ça c'est évident. Comme je vous le disais, il y a la question de l'échelle. Donc, assez vite, voir si c'est faisable ou pas sans se lancer dans des grandes études compliquées, coûteuses pour vous et qui risquent de ne pas aboutir. Nous, aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément de faire des grandes études pour savoir à peu près vers où ça peut aller, compte tenu des volumes seuils qu'on connaît en fait dans les différentes filières. Donc là, on peut effectivement largement vous aider. Sur les circuits courts, bien sûr, que ce soit pour des développements de magasins producteurs, l'accompagnement à l'installation des circuits courts. On a toute une équipe, circuits courts, qui est pointue sur ces sujets-là. Et puis, je vois que sur l'installation-transmission, vous pouvez avoir des attentes aussi. Pédagogie de l'alimentation, on a le réseau Bienvenue à la ferme qui est présent et qui développe des possibilités là aussi de faire des choses sur les territoires. De suivi et d'accompagnement. Très bien. Et donc, sans tarder, c'est de nouveau Bernadette qui va prendre la suite avec la présentation d'un exemple concret d'une filière locale qui a été développée et qui continue d'ailleurs de se développer et qui s'intitule Ma Normande locale. Donc, Bernadette, eh bien, tu poursuis ton intervention. Oui, alors, comme je vous le disais tout à l'heure, les filières, ça demande de l'accompagnement pour être monté. Là, on a pris l'exemple d'une demande qui est arrivée par les producteurs, donc dans le cadre d'un syndicat qui s'appelle Ma Normande locale, enfin, qui est devenu Ma Normande locale, mais qui s'appelait à la base le syndicat Normande 35, donc une démarche en Ille-et-Vilaine. Les producteurs sont historiquement organisés en syndicats de race. Donc, pour chaque race, il y a un syndicat à l'échelle département, région, nationale. C'est très structuré. Par contre, c'est un syndicat qui s'occupe vraiment de la promotion de la race génétique, on va dire, du développement génétique. Et là, les éleveurs, qui aiment beaucoup leur race, se sont dit, non, mais nous, on veut aller au-delà de la génétique. Ce qui intéresse, c'est, comme on a des beaux animaux, de mieux les vendre. Donc, ils sont venus nous voir sous cet angle-là en disant on souhaiterait avancer sur la viande et le lait également. Sur le second sujet, là, je vais vous présenter la viande. Nous, effectivement, à la Chambre, on s'était déjà un peu dit que sur la viande, il y avait des choses à faire et des attentes locales de produits au niveau de la restauration collective et qu'il manquait des gammes. Donc, ça tombait assez bien, la demande qui nous arrivait. Et donc, on a creusé le sujet par une étude de marché, je dirais, avec quelques acteurs clés de la restauration. On a vu qu'il y avait un besoin côté des chefs et on est allé voir des acteurs convaincre aussi des acteurs de s'associer aux éleveurs pour aller chercher des marchés, ouvrir les marchés. Donc, là, dans ce choix-là, dans ce cas-là, notre idée, ça a été d'aller voir des distributeurs, des grossistes-distributeurs, parce que ce métier-là de la viande est vraiment particulier. Il n'est pas facile à gérer en gestion vente directe. Julien vous l'a dit tout à l'heure. Une bête, c'est beaucoup de morceaux différents et on abat une seule bête à chaque fois. Enfin, dans la bête, il faut tout vendre. Et donc, ça, c'est un métier de savoir où est-ce qu'on peut vendre chaque morceau.
Donc, on ne va pas vendre du bourguignon. Certains morceaux qui vont dans le bourguignon, on va pouvoir les mettre. Mais d'autres morceaux, donc ça, c'est plutôt de l'avant, la bête. D'autres morceaux qui sont plutôt de l'arrière, comme des beaux morceaux, de l'entrecôte ou du faux filet, il va falloir souvent les mettre vers un autre client parce que ce n'est pas le même client. En l'occurrence, en restauration collective, achète plutôt du bourguignon, du steak haché, donc des morceaux d'avant que des morceaux d'arrière. Donc, il nous fallait des acteurs capables de gérer ça en volume. Et donc, Cheville 35, qui est un chevillard sur l'île-et-Vilaine, sur Saint-Malo, et les deux autres, donc Passion Froid et puis le groupe Even, avec Sauvé Frais, et le réseau Krill, ont cette capacité de dispatcher en fait les bêtes et de faire, entre guillemets, de l'épicerie. C'est-à-dire que je mets un bout là et je mets l'autre morceau là-bas. Et donc, ça a été très utile pour les éleveurs de passer par ces spécialistes pour avancer. Bien sûr, avec cette envie aussi de se dire, cette présence, nous, on est producteurs, mais on va aussi chercher les clients et donc on veut avoir un revenu adapté et une plus-value adaptée, hein, parce que c'était l'idée de s'investir au niveau des producteurs dans la recherche du marché. Pour ça, il a fallu un abattoir. Donc, on a regardé en Ille-et-Vilaine un abattoir adapté en taille à pouvoir abattre au début 3-4 animaux semaine et puis 10, 20 demain, etc. Donc ça, ce n'est pas non plus donné à tout. On ne peut pas aller voir tous les abattoirs pour ça parce que c'est des petites séries. Et sur les filières locales, ça, c'est une constante. Vous allez la retrouver partout, sur toutes les filières, en particulier à viande. C'est trouver des petits outils, enfin petits entre guillemets, hein, parce qu'en abattoir, c'est jamais sur ces viandes très petits, mais adaptés en tout cas à des gammes précises ciblées. Et donc, à partir de là, on a construit on a négocié, effectivement. On a aidé les producteurs à négocier donc, une plus-value qu'on verra après, hein, qui est de 40 centimes du kilo, qui est vraiment très bien, puisqu'ils sont positionnés, pour les gens qui connaissent un petit peu la viande, actuellement, ils sont même au-dessus du prix de la charolaise. Alors qu'en Normande, on n'est censé pas être sur une race à viande, même si c'est une race mixte, donc elle peut être intéressante pour les deux. Donc, une contractualisation a pu s'engager avec l'abattoir et ses différents distributeurs qui font partie maintenant d'une association qui s'appelle Ma Normande Locale, donc qui a développé toute une PLV aussi, une publicité sur le lieu de vente avec des outils de communication communs, et donc qui a mandaté en fait pour prendre le relais de la Chambre d'agriculture une structure qui s'appelle Agroqualité et qui est représentée là par Blanc d'Aquitaine parce que c'est une structure qui accompagne en fait un certain nombre de filières dans la durée, de filières locales. Donc Blanc d'Aquitaine, Vaud-Bretanin. Historiquement, c'est une structure que d'ailleurs a été créée avec la Chambre d'agriculture il y a plus de 20 ans et maintenant qui se développe sur le local, sur l'accompagnement local. On n'aura peut-être pas le temps de vous préciser, enfin Bernadette va pouvoir vous présenter quelques chiffres clés et résultats parce que je pense que ça vous interpelle, en tout cas ça vous intéresse. Après, on n'aura probablement pas le temps de revenir en détail sur la suite de la présentation, mais Bernadette, je t'en prie pour cette diapositive. Ouais, si on veut vous permettre de poser vos questions. Donc, juste en termes de bénéfices, le produit a cet intérêt d'avoir vraiment d'être affiché autour du pâturage, non pas qu'affiché, qui est de produire, d'avoir des vaches qui soient vraiment bien au pâturage. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et puis d'avoir des animaux qui soient issus d'une offre très locale. Vous voyez là les origines, puisque au début, ça s'est développé en 1935 et puis ça s'est élargi aux autres départements, tout en ayant toujours l'origine départementale possible dans l'information aux clients. Les plus-values commencent à monter maintenant, évidemment, vu le nombre d'éleveurs concernés. Le point clé, c'est la vente à l'équilibre. Hein, ça a été vraiment un élément essentiel pour avoir une rentabilité, c'est-à-dire des distributeurs qui s'engagent sur l'ensemble de la bête. Et donc là, il y a une ouverture actuellement sur la GMS pour aller vendre 20 bêtes semaine et puis développer petit à petit. Juste des éléments, c'est peut-être la diapo suivante pour aller vite, Mathieu, j'ai bien compris. Oui, effectivement, peut-être plutôt celle-ci à privilégier. Voilà. Oui. Pour votre achat public, l'association a réfléchi, on les a aidés à réfléchir à comment écrire les choses pour favoriser, valoriser
tout en restant dans le code des marchés publics, cette bête qui est tracée, qui est issue de vache tarie, qui est de race normande, qui a des bêtes sélectionnées, qui a une démarche filière, qui a plein d'atouts qu'on peut écrire vraiment dans un marché sans forcément dire je veux, puisqu'on n'a pas le droit, je veux du produit ma normande locale. Et là, on peut vous aider là-dessus. Merci. On arrête là, Mathieu. Oui, merci Bernadette. On pourrait en parler longtemps, évidemment. Oui, mais comme ça va aussi susciter de l'intérêt et puis ça montre que des développements de filière, voilà, ça fonctionne et pour celle-ci, certainement comme pour d'autres. Là aussi, avant de prendre quelques questions par l'intermédiaire d'Isabelle, un sondage vous est proposé comme précédemment. Donc, pour savoir chez vous, dans vos territoires, finalement, quelle filière souhaiteriez-vous développer? Donc, le sondage va vous apparaître à l'écran. Vous avez un choix multiple, donc n'hésitez pas à cliquer sur plusieurs réponses selon les projets de votre territoire. Alors, c'est complètement dans l'idée de ce que je disais tout à l'heure, de regrouper aussi vos initiatives demain, parce que vous ne connaissez pas forcément les initiatives les uns des autres, et regarder les échelles les plus pertinentes sur notre région. Alors, j'ai 2 questions, mais qui, pour l'instant, qui se regroupent, celle de M. Bûcher et celle de M. Rocher. Une concerne quelle est notre vision de l'avenir concernant l'exploitation des animaux dits de consommation, connaissant les effets désastreux sur l'environnement, l'humain et les animaux. Et une reconversion des éleveurs vers le maraîchage paysan est-elle envisagée afin de récupérer les terres agricoles pour nourrir les humains, et qui regroupe en fin de compte, ou recoupe celle de M. Rocher, qui est la difficulté et bien l'installation d'agriculteurs par les communes et l'accès à la terre. Quelles solutions sont envisageables par la Chambre d'agriculture? Donc, je pense que c'est plutôt Laurent qui va répondre. Oui, effectivement. Sur la question de M. Bûcher, forcément, on ne partage pas ce qu'il écrit, puisqu'on ne considère pas qu'on est à une exploitation des animaux. Maintenant, pour autant, on répond à toutes les demandes, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, on a une demande du repas vegan et donc on y répond pour partie. En tout cas, dans les collectivités, les experts pourraient mieux expliquer, mes collègues pourraient mieux expliquer les initiatives autour des PAT, autour des légumeries qu'on aide à mettre en place, tous ces accompagnements-là de légumeries et de protéines de légumes légumineuses. Et là aussi, notre experte est là à travers Bernadette, puisqu'on a une association qui s'appelle Légumes Légaux, qui a la volonté de produire des protéines végétales par rapport à la demande, effectivement, un peu plus importante désormais. Donc voilà, en tout cas, on répond à toutes les demandes. Et sur la deuxième demande, qui est le foncier, c'est une vraie problématique. Peut-être Bernadette complétera, mais bon, sur la demande, je finis par rapport au foncier. Là aussi, mais j'aurai un webinaire qui répondra pour partie à cette question-là. Ouais, le 30 mars, donc voilà. Mais en tout cas, là, effectivement, c'est une réalité. La Chambre d'agriculture est dans son rôle d'accompagner les jeunes, les jeunes pour s'installer. On voit qu'aujourd'hui, il y a des demandes très diverses pour installer des jeunes. Et c'est vrai qu'un des freins est l'accès au foncier. Donc là, on accompagne, on cherche des solutions. On a un répertoire départ installation qui existe au niveau de la Chambre en mettant en relation, d'abord, on recense les exploitations qui transmettent leurs sièges d'exploitation et les terres et les jeunes potentiellement qui veulent s'installer. Donc, ce répertoire est à disposition pour voir quelles terres se libèrent. Alors, certes, ça ne suffit pas et dans certains territoires, avec vous, collectivités, on a aussi des cellules foncières qui fonctionnent où on essaie de voir sur des dossiers un peu sensibles comment pouvoir répondre à cette demande des terres. En tout cas, là aussi, on a des réponses qui peuvent être adaptées. Sandrine, peut-être allons-nous afficher le résultat de ce sondage et compléter peut-être avec une question si Isabelle a une question à nous faire remonter également. On attend le sondage. Voilà, très bien. Bernadette, une lecture de ce sondage, peut-être une lecture assez rapide. Effectivement, le végétal gagne des points là, sur le sondage. Légumes et légumineuses, on s'en doutait un petit peu. Alors, ça tombe bien parce que sur les légumes, on va vous le dire juste après, mais on vous invite déjà à retenir la date du 10 juin, où on a une rencontre sur la station d'Auray, légumière, donc en 56, qui va vous permettre d'échanger avec nos agriculteurs, nos élus,
sur les conditions de réussite d'un projet légumes. Donc là, ça tombe très bien. Et puis, sur les légumineuses, ça tombe bien aussi parce qu'effectivement, Laurent Kerlier l'a dit à l'instant, on a maintenant une association qui est structurée qui s'appelle LEGO, Légumineuses Grand Ouest. Je vous parlais des échelles et sur les légumineuses, l'échelle pertinente est plus large que notre territoire breton puisque on ne peut pas produire toutes les légumineuses en Bretagne. Et donc, dans ce cadre-là, on a vraiment on a tous les maillons de la filière qui sont là, hein, du producteur semencier, même demain, jusqu'aux distributeurs nationaux et régionaux. Et les collectivités sont les bienvenues en membres associés pour faire du lien entre ce qui se fait dans les filières et ce qui est en train de se construire et vos attentes et vos besoins sur les territoires. Sur les autres démarches, pour le produit laitier, effectivement, il y a eu cet exemple sur l'Orient qui va se dupliquer. Donc là, on est prêt à vraiment entendre ce que vous avez comme projet pour aussi trouver la bonne échelle, comme expliqué plus tôt, et puis le bon outil industriel. La volaille, on a aussi un projet plutôt dans le Morbihan, centre-Bretagne, sur de la dinde. Donc, selon vos besoins, revenez vers nous. Et puis, sur les autres produits, on est peut-être plus sur comme les fruits, par exemple, quelque chose de plus local. En tout cas, vos attentes sont intéressantes puisque assez réparties et pas mal, effectivement, sur le végétal. Tout à fait. Vous aurez l'occasion d'ici 5 minutes, du coup, en fin d'intervention, de préciser vos coordonnées et nous dire effectivement quels sont vos besoins. On ne va pas pouvoir prendre d'autres questions tout de suite, mais ce que je vais faire, c'est qu'après, il faut qu'on termine pour midi, c'est l'engagement que l'on avait pris, et de midi à midi et demi, pour ceux qui le souhaitent, en tout cas, si vous avez des questions, on pourra les reprendre. Mais on va du coup passer directement aux propos de Laurent pour clore finalement ces 3 parties alimentaires. Un propos de conclusion, Laurent, voilà, qu'est-ce que tu souhaites dire et retiens de ce webinaire? Donc, effectivement, d'abord, merci d'avoir répondu présent effectivement à notre invitation sur ce webinaire. Un sujet important, l'alimentation. On voit beaucoup d'initiatives fleurissent sur le territoire. Donc, voilà, notre volonté, c'est d'être auprès de vous, hein, d'être à votre écoute. Et on est bien dans l'esprit. Vous avez vu, nos experts là sont disponibles pour construire avec vous des programmes alimentaires territoriaux et essayer effectivement de répondre à toutes vos questions. En tout cas, voilà, sachez qu'on est là. On sera là. J'en profite juste pour répondre en même temps à une dernière question qui est posée là, effectivement, sur la concurrence de la production alimentaire et la production d'énergie. Voilà, effectivement, notre première mission, c'est d'abord de l'alimentaire. On a quelques végétaux qui vont dans les méthaniseurs, mais on cadre les choses. Notre ambition est surtout de rester dans la production alimentaire. Voilà, on pourrait là aussi rester longtemps sur ce sujet et avoir un webinaire spécifique sur la méta. En tout cas, voilà, on reste attentif à cette mission première de l'alimentation. Merci. Merci Laurent. Et donc, pour ces 2 dernières minutes, simplement pour élargir le propos au-delà de l'alimentation, vous dire que la Chambre d'agriculture accompagne les collectivités. Nous avons plusieurs moyens de communication qui vous sont proposés. La plupart d'entre vous y êtes déjà connectés, à savoir une newsletter collectivité trimestrielle qui vous est proposée, donc spécialement à l'adresse des élus et des collaborateurs, avec des actualités réglementaires, des témoignages d'agriculteurs, de collectivités, éventuellement des PAT justement qui auraient pu être conçus ici ou là, des retours d'expérience. La dernière qui est partie est le 11 mars. Donc, si vous êtes intéressé et que, à votre avis, vous ne la recevez pas jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à nous le faire savoir. À partir d'avril 2021, là aussi pour témoigner l'engagement des chambres d'agriculture vers les territoires, vers les collectivités, un site internet, un site web spécialement dédié vers les collectivités sera ouvert. Donc, on n'a pas encore la date définitive, mais ça ne saurait tarder et nous vous le communiquerons bien entendu directement. Nous avons également le déploiement de toute une série d'accompagnements à travers Teralto. Donc, vous voyez s'afficher sur votre droite la plaquette Teralto. Tout cela, vous allez pouvoir l'évoquer avec votre contact local de proximité. Cela a été évoqué en début d'intervention par Laurent Kerlier. Nous avons aujourd'hui 20 territoires de travail, de déploiement.
avec 25 antennes sur l'ensemble de la Bretagne, donc des contacts en proximité au sein des agriculteurs, auprès des collectivités, 27 élus champs d'agriculture référents, que vous connaissez probablement les uns et les autres, celui qui est auprès de vous, et donc 20 chargés d'animation territoriale, qui est votre contact premier si vous souhaitez développer des projets ou si vous avez des questions sur l'agriculture. Cela a été dit également par Bernadette, la visite de la station maraîchère, si je prends les deux actualités à venir, les deux principales actualités en tout cas à venir, tout dépend bien sûr de la conjoncture, mais la visite de la station maraîchère d'Auray le 10 juin prochain sur les conditions de réussite pour un projet d'alimentation locale. 3 ateliers seront développés, vous y envoyez la liste s'afficher. Et donc en septembre prochain, la 4e édition de la Journée des territoires au SPACE. Donc le SPACE, si c'est en physique, se déroule à Rennes. Sinon, comme l'an dernier, on aura l'option webinaire qui sera proposée. Ce sera le 15 ou le 16 septembre. Nous aurons l'occasion aussi de revenir vers vous. Et donc, en conclusion, vous dire que il y a donc ces 3 prochains rendez-vous web. Nous avons déjà donné les listes au début, mais donc c'est utile de vous les rappeler, hein, le 24 mars, le 25 mars et le 30 mars sur les phytosanitaires, énergie, climat, et donc le foncier urbanisme, Laurent l'évoquait à l'instant. Pour terminer, donc, nous vous remercions évidemment de votre participation, voilà, nombreuse, avec des questions. Et donc, pour aller au bout aussi de ce webinaire, nous vous proposons un questionnaire de satisfaction sur ce webinaire, où vous pourrez également inscrire vos coordonnées si vous souhaitez être recontacté. Donc, pour ce faire, il faut vous rendre dans la partie discussion, dans la partie chat, et vous avez, alors ce n'est pas le dernier message qui apparaît sur Bernadette Loisel, mais c'est le précédent, celui de Sandrine Roberdel, sur le lien vers le questionnaire. Donc, vous ouvrez la page discussion, vous cliquez sur ce questionnaire et vous prenez 1 ou 2 minutes pour y répondre. Ça nous permettra aussi, nous, de voir, voilà, de voir si ce que nous proposons, ce format-là, vous répond à vos attentes. Et comme je m'y étais engagé précédemment, nous sommes ouverts de maintenant pour 1 demi-heure pour reprendre certaines de vos questions, mais nous voulions terminer à midi par rapport à ceux qui avaient un engagement précis. Voilà, et merci à l'ensemble également des participants, Bernadette, Isabelle, Sandrine, Véronique, Tristan et puis Julien. Je laisse peut-être Isabelle. Donc, je vous laisse le temps de remplir ce questionnaire et Isabelle pourra reprendre certaines questions qui n'ont peut-être pas été traitées précédemment. Et je vous laisse également compléter vos questions si certains en ont. Donc, Madame Nathalie Barnet qui pose la question si on peut accompagner une commune avec un projet de régie de maraîchage. Bernadette? Là, je vous encourage vraiment à venir le 10 juin hein, par rapport à ces questions précisément pour avoir regard et échange avec nos conseillers maraîchage de la station d'Auray. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, je dirais quand même. Mais c'est-à-dire que ce qui nous intéresse aussi, c'est l'évaluation de faisabilité et peut-être de regarder malgré tout ce que donne une régie et est-ce qu'il faut aller jusqu'à une régie, est-ce que c'est nécessaire en tout cas. Donc, c'est plutôt l'opportunité qu'on va vous aider à regarder. Et est-ce qu'il n'y aurait pas quand même des maraîchers déjà existants autour de chez vous qui pourraient être fédérés et organisés pour répondre à votre demande sans forcément avoir à vous faire investir dans toute une régie, ce qui est quand même un gros projet quand on part là-dessus pour une collectivité assez impactant. Et il y a des zones en Bretagne, notamment en Morbihan, où il y a déjà beaucoup de producteurs qui, pour certains, n'arrivent pas à bien vendre leurs produits. Donc, recréer de la, entre guillemets, concurrence, même si ça n'en est pas, puisque c'est pour vos besoins. En tout cas, ça n'utilisera pas les légumes qui sont déjà produits. Donc, ça se regarde de très près et c'est tout l'objet de la rencontre du 10 juin. Et je n'hésiterai pas à revenir vers vous, Madame Barnet, par rapport à cette journée que l'on organise, parce que justement, il y aura un atelier qui concerne l'installation, la transmission, mais aussi les modèles économiques. Et ça faisait partie des questions lors de la préparation de cette journée du maraîchage en régie. S'il n'y a pas d'autres questions, nous
vous remercions effectivement d'y avoir participé. Je vous rappelle pour ceux qui sont encore présents qu'il y a effectivement les 3 prochains webinaires. Si le format vous intéresse, que la question vous intéresse, eh bien, c'est parce que vous avez participé aujourd'hui que vous ne pouvez pas participer aux autres. Donc, n'hésitez pas à reprendre le lien qui vous a été envoyé et à vous inscrire aux autres webinaires voilà, qui ont lieu le 24, 25 et 30 mars sur des sujets tout à fait aussi importants que le sujet alimentaire. Et l'agriculture est au cœur de ces enjeux. S'il n'y a toujours pas d'autres questions, écoutez, je vous remercie toutes et tous de votre participation et implication. Et puis, je pense que l'on pourra mettre fin à ce premier webinaire.